Bienvenue à cette nouvelle séance de notre Café Philo. Je pense que l'intitulé, pour l'instant, est relativement clair, mais peut-être qu'on va avoir quelques bonnes surprises lorsque Philippe Perrault va développer ses thèses, ses points de vue, ses idées autour de cette question. Et je voudrais, en votre nom, de nouveau, dire un grand merci à Philippe Perrault, qui vient de très loin, du sud de la région parisienne, et qui a accepté gentiment de venir partager avec nous ses réflexions sur un sujet sur lequel il travaille sérieusement, parce que c'est un sujet de thèse. Donc, comme vous le savez, quand on fait un travail de thèse, on prend le temps de réfléchir, de creuser, de lire, de comparer, etc. Donc, on va avoir le privilège d'échanger aujourd'hui avec quelqu'un qui a certainement des thèses, ou au moins une thèse à développer autour de cette question qui est, pour ceux d'entre nous qui sont un peu familiarisés avec l'histoire de la philosophie, savent que c'est une question, je dirais presque, qui est concomitante à la naissance de la philosophie, et probablement une question qui a préoccupé les hommes et les femmes avant la naissance de la philosophie, considérée comme étant justement une spécificité de la Grèce antique, ce qu'on appelle le miracle. Alors, Aristote, Platon, Socrate, etc., j'en passe. Philippe a choisi donc de faire référence à une formule qui a été utilisée par un poète lyrique. Alors on dit Pindare. Pindare. Donc c'est un poète qui a utilisé cette formule, deviens ce que tu es, et nous sommes donc à c'est une formule qui a été utilisée il y a 2500 ans. Cette question, on va la retrouver chez un certain nombre de philosophes. Il n'est pas question, évidemment, de citer de manière exhaustive tous les philosophes qui se sont posés cette question. Je dirais de manière formelle et structurée, parce que je fais l'hypothèse selon laquelle on ne peut pas être philosophe sans se poser ce type de questions, devenir soi-même. Mais c'est une question, effectivement, qui a préoccupé des philosophes de manière plus particulière, et je ne citerai que quelques noms. Friedrich Nietzsche. On peut citer également, et probablement avant Friedrich Nietzsche, on peut penser à la rupture qu'il a introduite par René Descartes, donc à travers une question, plutôt une affirmation qui intervient dans le discours de la méthode. Je suis, j'existe. Je cite donc René Descartes, et cette formule qui a peut-être l'air de rien est un moment probablement inaugural dans la pensée philosophique, et qui peut-être pose un des jalons de ce qu'on appelle la modernité, puisque la modernité, comme vous le savez, c'est la sortie justement d'un monde dominé par la tradition, par la croyance, par l'hégémonie je dirais, des doctrines ecclésiastiques. Et la modernité, c'est ce moment qui va marquer justement l'émergence de l'individu qui s'autonomise, qui affirme justement sa liberté par rapport à un certain nombre d'allégeances traditionnelles. Et les historiens de la philosophie considèrent effectivement que l'affirmation de Descartes, la position de Descartes sur cette question, constitue probablement un moment de rupture. Alors je citerai également un auteur qu'on connaît pas forcément très bien, parce qu'il est d'abord difficile d'accès, et peut-être aussi c'est un philosophe un petit peu confidentiel. Je pense à Kierkegaard, qui est un philosophe danois, et qui est considéré, je parle sous le contrôle donc, de Philippe Perrault, qui est considéré aussi comme un des philosophes qui a posé cette problématique et qui a apporté
des réponses novatrices par rapport à ce qui s'était dit auparavant. Je citerai enfin, et je suis loin d'être exhaustif, je citerai évidemment un philosophe français du XXe siècle, Jean-Paul Sartre, représentant de ce qu'on appelle le courant existentialiste. Et voilà aussi une question devient ce que tu es, une question qui est au cœur de la réflexion existentialiste. Je terminerai tout simplement par ceci, avant de laisser la parole à Philippe Perrault. Philippe a choisi donc d'aborder la question sous l'angle de la morale et de l'éthique, en faisant référence à un philosophe français qui s'appelle Marcel Conche, connu chez les spécialistes de la philosophie, mais probablement pas, il ne s'agit pas d'un philosophe médiatisé comme peuvent l'être certains philosophes que nous connaissons tous et qui appartiennent à la même génération. Et donc Philippe Perrault a eu la gentillesse de partager avec moi un texte dans lequel justement il pose les éléments de sa réflexion en allant regarder de très près ce que Marcel Conche développe comme thèse sur la question de la morale et de l'éthique, et je pense que c'est un des angles d'attaque qui va être certainement privilégié par Philippe Perrault pour partager avec nous ses réflexions autour de cette question « Deviens ce que tu es ». Je te laisse la parole si tu veux bien. Je ne sais pas si tout le monde entend bien. Il faut le mettre plus haut, comme ça. Ah, il faut le prendre à la main, d'accord. Et là, ça va mieux là? Bon. Je n'ai pas l'habitude de parler avec un micro, je suis désolé. J'espère que je ne vais pas trop éloigner le micro sans faire attention. Alors voilà. C'est vrai que la problématique devenir soi-même, c'est immense, c'est vaste, c'est complexe. Alors là, j'ai choisi plutôt d'aborder la question, non pas sur le plan, comme on dit, ontologique, c'est-à-dire sur le plan de l'être même du moi. Ça, c'est des questions que j'ai laissées de côté. Néanmoins, ça apparaîtra peut-être un petit peu. J'ai plutôt préféré me préoccuper de la question morale. Alors on va voir pourquoi et comment. D'autre part, pour faciliter peut-être l'accès à mon sujet, je ne vais pas aborder tout de suite, je ne vais pas l'aborder tout de suite avec des concepts, etc., avec des choses très théoriques. Je vais partir de deux images, et puis, d'une manière générale, je vais essayer de ne pas être trop long dans mes enchaînements, car effectivement, quand je me relis, je me rends bien compte que peut-être ça ne va pas être facile pour tout le monde de suivre, et donc je préfère un peu peut-être raccourcir pour que les enchaînements vous apparaissent mieux, quitte à revenir ensuite avec des questions. À ce moment-là, on pourra peut-être développer un peu plus. Donc, j'aborde ma problématique, je vous ai dit, avec deux images. Une première image, c'est celle qui nous est proposée par Michel-Ange. Dans la chapelle Sixtine, il y a une des fresques qui s'appelle, tout le monde la connaît, la création d'Adam. Sur ce tableau, je crois que tout le monde voit un peu ce qui se passe. On voit le bras droit de Dieu, son index tendu, et on voit dans l'espace gauche, on voit Adam, qui est posé apparemment sur une espèce de rocher, qui a l'air un petit peu d'ailleurs dans une position évidemment moins autoritaire que celle de Dieu, puisqu'effectivement, bon, c'est l'homme créé par Dieu, et qui tend son bras gauche avec son index. Donc les deux index semblent se rejoindre, effectivement, mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'espace. Il y a un petit espace, et cet espace est important, ce petit intervalle,
car il signifie une discontinuité, une rupture, et qui signifie aussi donc le délaissement de l'homme, mais aussi, et on y reviendra tout à l'heure, sa liberté. Je laisse pour l'instant cette première image. Donc, première image, on voit donc la création d'Adam par Dieu avec ces deux index qui se rencontrent, mais qui en même temps ne se touchent pas. Maintenant, je vais prendre une autre image. Une image un peu peut-être plus longue à décrire, mais qui est proposée ici par Kant. Une image que je prends dans un texte de Kant, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui est très célèbre, qui s'appelle « Idée d'une histoire universelle ». Bon, le titre en réalité plus long au point de vue cosmopolitique, on ne va pas rentrer ici dans l'analyse du titre, ce n'est pas le problème. Donc dans ce texte, « Idée d'une histoire universelle », où il parle de l'histoire de l'humanité, Kant propose l'image suivante. Alors je vous lis, et je la relirai peut-être 2 fois cette citation, pour que vous l'ayez à l'esprit. Il dit « Les arbres dans une forêt, parce que chacun cherche à prendre à l'autre l'air et le soleil, sont contraints, les uns par les autres, de chercher l'air et le soleil au-dessus d'eux, et acquièrent par là une belle et droite croissance. Tandis qu'en liberté, séparés les uns des autres, ils lancent leurs branches comme il leur plaît, et poussent rabougris, inclinés et courbés. » Donc, tout le monde voit à peu près l'esprit de cette phrase, enfin de cette suite de phrases de Kant. Quand les arbres sont dans une forêt, rapprochés les uns des autres, ils poussent bien droit. Ils poussent bien droit parce qu'ils sont tous en quête de l'air et du soleil au-dessus d'eux. Et dès lors qu'au contraire, ils s'éloignent de la forêt, les arbres poussent tordus, sont inclinés, courbés. Autrement dit, ils ressemblent moins, selon Kant, à ce que doit être un arbre. Alors justement, cette citation de Kant, évidemment, tout le monde comprend qu'il faut la transposer avec l'homme. Si on la transpose avec l'homme, autrement dit, on voit bien l'essence d'arbre, hein, chaque être a une essence, et on peut admettre qu'on ne réalise son essence en tant qu'arbre, d'après l'image de Kant, que si on reste près des autres et si effectivement on rentre en émulation avec les autres pour conquérir l'espace, l'air, le soleil. En transposant cette image vers l'homme, on obtient l'idée que les hommes eux-mêmes ne réalisent leur essence qu'à la condition de rester les uns avec les autres et de concourir, eux aussi, hein, d'être en concurrence pour finalement obtenir à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire ici, non pas l'air et le soleil, bien que ça peut être ça aussi, mais en réalité, la réussite, l'argent, le bonheur, l'amour, bref, tous les biens qui, effectivement, principalement, disons, font l'objet du désir des hommes. Autrement dit, si les hommes s'éloignent les uns des autres, eux aussi ne peuvent pas réaliser leur essence. Alors, ces 2 images sont intéressantes parce que quand on les reprend, on s'aperçoit que la première image, en fait, celle de Michel-Ange, regarde l'homme par le haut, alors que l'image de Kant avec les arbres regarde l'homme par le bas. Alors, que dire? On va revenir sur l'image de Michel-Ange. Pourquoi l'image de Michel-Ange regarde l'homme par le haut? Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que, à la différence de l'image de Kant, le tableau Michel-Ange accorde à l'homme une place exceptionnelle. Et en réalité, ce n'est pas à l'homme seulement qu'il accorde une place. On a affaire dans ce tableau à la création, non pas de l'espèce humaine, on a affaire à la création d'un homme singulier, d'un homme qui a un visage, d'un homme qui est une personne, qui a une personnalité, d'un homme qui a une intériorité, c'est Adam. Ce n'est pas l'homme en général, c'est Adam. Et
Dès lors, l'image prend une grande force, parce que précisément, quand on regarde le tableau de Michel-Ange, on s'aperçoit d'une part que l'intervalle signifie finalement que l'homme a presque le même statut que Dieu. Dieu symbolise en réalité ici l'être absolu, certes, mais l'être qui, justement, n'est pas une vulgaire chose, un caillou, une brindille, etc. Dieu, c'est l'être qui a une intériorité. Mais justement, cette intériorité, en un sens, il ne crée pas simplement donc un homme, il crée un autre être comme lui, qui a aussi une intériorité. Et la séparation, l'intervalle, est essentielle, parce que si la main de Dieu tenait la main de l'homme, il y aurait l'idée que l'homme n'a pas vraiment une entière liberté. Et en réalité, les deux index, certes, tendent à se rejoindre, mais ils ne se rejoignent pas, ils sont séparés. Et cette idée qu'il y a intériorité quand il y a séparation, c'est fondamental. C'est fondamental parce que précisément, c'est ça qui va faire du statut de l'homme, de l'homme, qui va faire que l'homme a un statut parmi les êtres, un statut tout à fait particulier. Au contraire, si on reprend l'image de Kant, ce qui est frappant dans l'image de Kant, mais ça ne veut pas dire, attendez, alors là il faut faire attention parce que ça, je ne veux pas qu'on réduise Kant à cette image évidemment. Il faut savoir que Kant, évidemment, a une autre vision de l'homme que celle qui propose dans cette image. Non, mais l'image de Kant, par contre, telle qu'elle est prise là, c'est une image qu'on pourrait dire, pour bien la faire comprendre, on pourrait dire que c'est une image mécanique. Pourquoi une image mécanique? Parce qu'effectivement, d'abord, comparer les hommes à des arbres, c'est comparer l'homme à un être qu'on pourrait dire quand même, dans la hiérarchie des êtres, inférieur à l'homme. Mais surtout, c'est une image mécanique, car c'est une image fondée simplement sur l'enchevêtrement, on pourrait dire, des forces. La nature est un enchevêtrement de forces. Les êtres naturels, eux aussi, déploient leurs forces. Kant, dans ce texte, parle, alors peut-être que vous connaissez ce texte, justement à propos de cet enchevêtrement de forces qui se déploie dans la société humaine. Kant, si vous le savez, ici il parle d'ailleurs d'insociable sociabilité des hommes, pour bien montrer que ce qui fait l'homme, du moins en partie, si on prend l'image de l'homme par le bas, ce qui fait l'homme, c'est quand même une lutte entre les hommes. Les hommes ont besoin de rester rapprochés, les hommes ont besoin de se confronter les uns avec les autres pour développer leurs facultés. Kant en est persuadé, c'est d'ailleurs pour ça que le paradoxe, si vous voulez, c'est que Kant ira même jusqu'à faire ce que dira aussi Hegel et Nietzsche, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les hommes ont presque besoin de la guerre. Ont presque besoin de la guerre, parce que si on imagine une humanité réduite à, si vous voulez, à un troupeau de moutons, on ne voit pas très bien comment, dans la nature, l'homme pourrait développer justement toutes ces facultés qui sont en germe en lui. Donc on voit bien, l'image de Kant prend l'homme par le bas, prend l'homme, on pourrait dire, par la nature, et évidemment, il envisage l'homme comme un atome qui va se confronter aux autres hommes, qui sont eux-mêmes des atomes, et chacun y va de ses forces, de ses facultés, pour évidemment s'affirmer, et éventuellement s'affirmer d'ailleurs, donc aux dépens des autres. Donc voilà déjà ces deux images telles qu'on pourrait les analyser et les interpréter. Maintenant, il y a un problème. C'est que si on s'en tient à ces deux images, donc l'homme pris par le haut, l'homme pris par le bas, eh bien on pourrait se dire que la problématique est annulée, la problématique est détruite. Pourquoi? D'abord parce que si on s'en tient à l'image de Michel-Ange, certains vont dire, mais l'image de Michel-Ange, c'est une image théologique, fondée finalement sur des croyances. Les croyances ne sont pas fondées en raison, donc on peut l'écarter. Donc voilà. Et puis, quant à l'image de Kant, on pourrait se dire, mais justement, si vraiment Kant a raison, la problématique est aussi annulée, puisque finalement, devenir soi-même, selon l'image de Kant,
c'est simplement devenir un homme comme les autres. Hein. C'est finalement entrer dans la danse, hein, et poursuivre les mêmes buts. Et finalement, de ce point de vue, les hommes, dès lors qu'ils recherchent et désirent les mêmes choses, et ce qui est en partie vrai, c'est d'ailleurs, ça sera une des thèses aussi de Hobbes, dans la mesure où tous les hommes poursuivent les mêmes buts, finalement, au fond, on devient soi-même en devenant exactement comme l'autre. Donc on pourrait se dire, finalement, la problématique ici est détruite. Alors, elle n'est peut-être pas complètement détruite, parce que je dirais que c'est le sens métaphysique du devenir soi-même qui est provisoirement mis de côté. Il resterait éventuellement un sens à l'expression devenir soi-même, si on s'en tient au moins à l'image de Kant, c'est que ça serait le sens, on pourrait dire psychologique, le sens psychologique, qui est un sens finalement plus banal, hein, et qui consisterait à dire finalement devenir soi-même, c'est être simplement soi-même. Et à ce moment-là, être soi-même, même si évidemment on devient soi-même comme les autres, même si on devient soi-même en entreprenant les mêmes démarches, en poursuivant les mêmes buts, être soi-même, ça serait finalement simplement être finalement satisfait de son être, de l'être, du statut social par exemple que l'on aura acquis et du bien-être que l'on aura acquis dans notre société, hein, sans trop effectivement tenir compte du fait que finalement on est assez semblable aux autres, puisque finalement ce bien-être, les autres aussi le revendiquent et ils en font leur but. Donc il y aurait un sens psychologique possible. Devenir soi-même, c'est être soi-même. Et dès lors qu'on est soi-même, ça veut dire qu'on est finalement satisfait de son sort, on pourrait se dire, arrêtons-nous là, il n'y a pas lieu de chercher plus loin. Hein. Voilà. Alors maintenant, la question c'est, donc, si la problématique est annulée, si devenir soi-même, ça ne peut avoir qu'un sens psychologique, et si finalement, effectivement, tout le monde se réjouit une fois qu'il a atteint son but, qui consiste finalement à se faire une petite place au soleil dans sa société, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qui reste du sens profond, du sens métaphysique de l'expression devenir soi-même? Alors, qu'est-ce que c'est que le sens, enfin, quel sens on peut donner si on cherche un sens métaphysique à cette formule? Alors, le sens métaphysique, en fait, le sens métaphysique, si on peut lui donner un sens fort à cette formule, ça serait aller au-devant de soi. Devenir soi-même, c'est aller au-devant de soi. Mais aller au-devant de soi, ça signifie ici essayer d'atteindre une autonomie qui fait que l'idéal poursuivi, c'est ce qu'on appelle être cause de soi. L'idéal poursuivi au sens métaphysique du terme, hein, l'idéal poursuivi au sens métaphysique du terme, ça serait donc atteindre une sorte d'autonomie qui fait que l'individu qui cherche vraiment à devenir lui-même, il ne va pas se contenter simplement, justement, d'un bien-être, il ne va pas se contenter de poursuivre les mêmes buts que ses voisins, il va essayer de réaliser justement ce qui est inscrit dans l'intériorité de l'homme, cette intériorité qui exige qu'on ne s'abandonne pas à la vie immédiate, mais qu'on essaye de se reprendre, et cette idée de se reprendre, c'est l'idée du cercle, c'est l'idée être à la limite, comme le dira Sartre, être un peu comme Dieu, être cause de soi. Alors, Sartre n'en parle pas comme ça, lui il dit être en soi et pour soi. On ne va pas rentrer dans être à la fois en soi et pour soi. On ne va pas rentrer dans la terminologie sartrienne. Marcel Conche, lui, dirait simplement être cause de soi. Le sens métaphysique, ça serait ça, devenir soi-même. Alors, comment faire revenir ce sens-là, ce sens profond de la formule? Comment le faire revenir, puisqu'on a vu que peut-être que la problématique était finalement détruite? Alors je vais le faire revenir par la médiation justement de Kant lui-même, ce qui prouve bien qu'on ne peut pas s'en tenir, effectivement, on ne peut pas s'en tenir à l'image proposée de Kant dans l'histoire universelle au point de vue cosmopolitique. En fait, on peut faire revenir donc l'image
on peut faire revenir le sens fort par la médiation de la morale. Pourquoi? Comment faire revenir donc ce sens fort par la morale? Il faut savoir que chez Kant, la morale signifie une chose essentielle. La morale, ça signifie que l'homme est capable de dominer sa nature sensible. Autrement dit, pour Kant, la dimension morale de l'homme révèle quelque chose, elle révèle justement une dualité dans la nature de l'homme. Il y a certes notre nature sensible, c'est-à-dire justement, là on peut la comparer aux arbres, mais il y a une nature plus essentielle qui est la nature raisonnable. Et pour Kant, la morale révèle cette nature raisonnable de l'homme qui se traduit en particulier par la capacité que nous avons à nous déterminer à faire des actes qui ne sont pas réclamés par la nature. Par exemple, l'action morale. L'action morale n'est pas réclamée par la nature, puisqu'au contraire, la nature, elle nous incline vers le sensible. La nature nous pousse à satisfaire nos penchants. Mais Kant dit, quand l'homme devient capable de faire son devoir, c'est qu'il n'obéit qu'à lui-même, ou plus précisément à sa raison, et c'est ce qu'il appelle effectivement l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est agir de telle sorte à vouloir que la maxime de ton action puisse s'imposer, puisse valoir comme une loi universelle. C'est très célèbre cet impératif catégorique chez Kant. Il s'agit de faire en sorte que la règle d'action, la maxime de l'action, la règle de l'action que l'on utilise pour diriger nos actes puisse valoir universellement. Par exemple, si je suis en train de mentir, je me dis en moi-même, est-ce que je peux vouloir que ça devienne le fait de mentir pour me débarrasser d'un problème? Est-ce que je peux souhaiter vouloir que tout le monde en fasse autant ou que ça devienne une règle universelle? Dans un monde humain, non. Donc je ne peux pas mentir. Alors chez Kant d'ailleurs, il y a une obsession par rapport au mensonge. On ne doit absolument dans aucun cas mentir. Bon. Alors voilà comment on peut faire déjà revenir le sens fort. Alors cependant, il y a quand même une difficulté. Il y a quand même une difficulté parce que, en réalité, est-ce que je deviens moi-même quand je fais preuve de moralité? Je viens d'insister sur une chose. En un sens, oui, puisque je deviens moi-même au sens où je n'obéis pas simplement à ma nature sensible, à mes impulsions, j'obéis à quelque chose qui est proprement en moi, ma raison. C'est-à-dire, je fais preuve de ce qu'on appelle donc l'autonomie. Dans l'acte moral, l'homme effectivement devient cause de lui-même. Puisque précisément, au lieu d'obéir aux impulsions de la nature, au lieu d'être simplement comme tout ce qui, dans la nature, subit l'enchaînement des causes et des effets, là, j'agis avec ma volonté, mais ma volonté, certes, guidée par la raison. Et c'est là la difficulté. C'est que Kant, quand il nous dit que la moralité nous permet de révéler notre intériorité, oui et non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une intériorité singulière que je manifeste. C'est simplement mon humanité, mais qui est aussi celle des autres. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je manifeste, certes c'est ma liberté, mais ce que je manifeste en moi, à travers mes actes, c'est simplement ma vertu. Je deviens un homme vertueux. Je fais preuve d'autonomie, mais finalement, je ne révèle rien d'original. Je ne fais que réaliser une essence d'homme qui traverse tous les hommes, car tous les hommes sont capables, en principe, d'être vertueux et de faire leur devoir, d'obéir à l'impératif catégorique. Donc, on s'aperçoit ici qu'il y a une limite. D'autre part, néanmoins, si vous voulez, il y a à la fois une limite et en même temps, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté qui est très intéressante dans la morale kantienne. C'est que l'impératif catégorique de Kant, donc agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse s'imposer comme une loi universelle, il en a proposé plusieurs formulations. Et vous connaissez peut-être la deuxième formulation. L'ambiguïté, elle tient au fait que dans la deuxième formulation, il dit agis de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne, mais aussi en la personne d'autrui,
Jamais simplement comme un moyen, mais toujours aussi en même temps comme une fin. Kant insiste à travers cette deuxième formulation, Kant insiste sur le fait que l'homme est fin en soi. L'homme ne doit jamais être traité comme un moyen. C'est cette deuxième formulation qui a fait dire que la morale de Kant est essentiellement une morale du respect. C'est-à-dire que dès lors que j'agis envers l'autre en le traitant comme un moyen en vue d'un intérêt qui est le mien, je suis immoral, je fais preuve d'immoralité. Je ne dois jamais traiter autrui comme un moyen, ni moi-même d'ailleurs, ni moi-même comme un moyen. Ce qui est intéressant ici, dans cette deuxième formulation, c'est donc l'ambiguïté. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée, effectivement, que je dois un respect absolu à l'autre homme. Or, sur quoi repose l'idée du respect? L'idée du respect, certes, ça peut être parce que l'autre homme est différent de moi et qu'il est énigmatique en tant qu'il est autre que moi. Pas seulement. Pour Kant, c'est parce que l'autre homme est un être libre. La dignité de l'autre homme, ce qui fait que je dois la respecter absolument, c'est que c'est un être libre. Mais ce que ça veut dire aussi, ce respect que je dois à l'autre homme, c'est que précisément, il a une intériorité. Il a une intériorité, et cette intériorité, je ne dois pas l'investir. Autrement dit, tout le monde comprend très bien ce que je veux dire, c'est que, regardez, quand on agit moralement, parfois on va trop loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, je prends un exemple qui arrive tous les hivers, pour bien faire comprendre ici toute la difficulté de cette deuxième formulation d'impératif catégorique. Quand l'hiver arrive, on trouve des personnes qui sont dehors, ont froid, etc., etc., et on nous dit il faut les secourir, il faut leur venir en aide. Mais jusqu'où pouvons-nous faire preuve d'une bienveillance envers l'autre? On ne doit pas, dit Kant, aller jusqu'à forcer l'autre, par exemple, si je veux, avec, je ne sais pas, un camion, etc., l'emmener à un endroit. Est-ce que je peux forcer quelqu'un qui est libre? Est-ce que je peux forcer quelqu'un à aller se mettre à l'abri? S'il me dit non, s'il me dit non plusieurs fois, je ne dois pas nécessairement, justement, l'obliger. Pourquoi? Parce que précisément, l'action morale ne consiste pas à agir sur l'autre comme s'il était un moyen. Or, dès lors que je m'empare de quelqu'un et que je le force et que je le mets à l'abri de force, finalement, on peut se poser la question, est-ce que je n'outrepasse pas mes droits? Car effectivement, certes, il s'agit de faire preuve de bienveillance, certes, il s'agit de secourir autrui, mais je ne peux pas m'introduire, aller jusqu'à comprendre, et là Nietzsche a écrit un très beau texte là-dessus, je ne peux pas aller jusqu'à m'introduire et prétendre comprendre la nécessité interne qui fait que quelqu'un peut avoir besoin de rester même dehors quand il fait -5. S'il me dit non, plusieurs fois non, je dois le laisser. Je dois le laisser, c'est ça aussi le respect. Et ça, c'est lié justement au fait que Michel-Ange a raison en montrant le petit espace qui fait que même entre Dieu et l'homme, il y a une rupture. Et cette rupture, c'est à la fois la séparation, c'est à la fois l'intériorité et c'est à la fois la liberté. Alors, je fais tout ce petit détour pour en arriver où? Alors, pour en arriver à peut-être justement une nouvelle distinction. Une nouvelle distinction, alors j'en viens justement à parler en particulier, parce que bon, je ne vais pas reprendre tout en détail, mais le temps passe, je vais parler maintenant d'une distinction qui est très importante, qui a été faite en particulier par Marcel Conche. Justement, compte tenu de tout ce qui a été dit présentement, Marcel Conche, qui est aussi préoccupé par la question du choix de vie que quelqu'un peut faire, dans la mesure où il est libre, a introduit une distinction entre ce qu'il appelle la morale et l'éthique. Alors, qu'est-ce que ça signifie faire une distinction entre morale et éthique? Pour la plupart des philosophes, morale et éthique,
ça veut dire finalement la même chose. Hein, finalement, la morale et l'éthique, c'est des termes synonymes. Bon, ça renvoie à des règles d'action, ça renvoie à des règles et à des valeurs, hein, ou bien aussi à des interdits, bon, etc. Alors, Marcel Conche, lui, nous dit, finalement, non, on peut faire une distinction en considérant que la morale, elle, renvoie à des règles universelles, c'est-à-dire que c'est plutôt, la morale, c'est plutôt l'impératif catégorique de Kant, et l'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est le rapport à soi. L'éthique, c'est la manière dont on veut, justement, orienter son existence, faire des choix qui engagent fondamentalement que nous, puisque précisément, Conche va dire, finalement, il y a un au-delà de la morale. Toute notre vie ne se passe pas, dit-il, à faire, à remplir nos devoirs. Donc il y a un au-delà de la morale, mais cet au-delà de la morale, c'est précisément le rapport à soi. Autrement dit, quand je ne suis pas en train de faire mon devoir, je reviens vers moi, je reviens vers ma solitude, et la question de nouveau se pose, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et à ce moment-là, la question que dois-je faire, parce que vous savez que la question que dois-je faire, c'est la deuxième question de la philosophie de Kant. Kant, en fait, bon, je crois que vous le savez peut-être, mais Kant pose trois questions essentielles dans sa philosophie. Il dit que puis-je savoir? Deuxièmement, enfin, il veut traiter finalement un peu les choses dans cet ordre. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Et troisième question, que suis-je en droit d'espérer? Sauf que la question que dois-je faire, justement, telle que Kant la résout, ne nous satisfait pas. Pourquoi? Parce que Kant s'en tient, comme on l'a dit quand même, malgré la deuxième formulation de l'impératif catégorique et donc l'ambiguïté que j'ai mis en évidence, Kant s'en tient quand même, quand il parle de la question que dois-je faire, il s'en tient essentiellement à la formulation de l'impératif catégorique. C'est-à-dire, finalement, deviens vertueux, et comment tu peux devenir vertueux? C'est-à-dire, réalise ton essence d'homme. Ton essence d'homme, ta vocation ultime, c'est la moralité, mais ça ne va pas au-delà, c'est-à-dire, agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse valoir comme une loi universelle. C'est-à-dire que Kant ne s'intéresse pas tant que ça à la question précisément de la séparation, de l'intériorité et du fait que, entre les êtres, il y a toujours un abîme. Et cet abîme, qu'on ne peut pas ne pas de temps en temps pressentir, c'est cet abîme qui, justement, à mon avis, hante certaines personnes peut-être plus que d'autres, et qui fait que, comme le dit Marcel Conche, il y a quand même dans l'existence, en tous les cas il y a des moments dans l'existence, où certains choix nous engagent et n'engagent finalement que nous. Et ces choix qui n'engagent que nous, Conche considère qu'ils relèvent de l'éthique. Ils ne relèvent pas de la morale, ils relèvent de l'éthique. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il y a une opposition frontale entre l'éthique et la morale, mais ça veut dire, en tous les cas, que chacun a son éthique. Chacun a son éthique. Bien sûr, en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que la plupart des hommes, soit adoptent le point de vue moral, on l'a vu avec Kant, soit ils adoptent parfois, en plus de la morale, une éthique qui est celle, par exemple, des stoïciens, celle des épicuriens, ou l'éthique nietzschéenne, c'est-à-dire certains, à ce moment-là, considèrent qu'ils ont une filiation avec l'éthique d'un grand philosophe. Mais en réalité, chacun peut aller, faire son chemin avec son éthique, parce que avoir une éthique, ça veut dire reconnaître que notre intériorité est irréductible à celle des autres, et que par conséquent, être vertueux, c'est bien, mais être vertueux, au sens kantien du terme, ne remplit pas une vie. Et Marcel Conche ajoute une chose, alors là, peut-être plus discutable. Marcel Conche dit, non seulement, donc, il y a un au-delà de la morale, mais il nous dit, entre autres, il nous dit aussi, la morale ne donne pas le sens de la vie. Alors, qu'a-t-il voulu dire justement par la morale ne donne pas le sens de la vie? Bon, évidemment, il exagère peut-être un peu, mais en réalité, ici, ça veut dire qu'il faut introduire justement une nouvelle distinction qui va avec la distinction entre morale et éthique, c'est-à-dire la distinction entre vie et existence. On pourrait dire que, voilà, alors vie et existence, ce que je veux dire par là, c'est que l'existence renvoie plutôt à l'éthique,
et la vie renvoie plutôt à la morale. Alors, je vais essayer de bien préciser pourquoi ces deux distinctions doivent s'articuler. Si vous voulez, il y a une grande différence qui tient, finalement c'est assez simple, à la chose suivante. La vie nous est donnée. Et c'est d'ailleurs un énorme problème. Elle nous est donnée, on n'a rien demandé, on nous a donné la vie. Du même coup, on comprend très bien pourquoi. Dans la morale, par exemple, et presque toutes les grandes morales le disent, il est interdit de se suicider. Pourquoi il est interdit de se suicider? Pourquoi c'est immoral? Et Kant, évidemment, soutient aussi cette thèse. On doit conserver sa vie. Parce que finalement, la vie que l'on a reçue, elle fait immédiatement référence aux autres. Elle fait immédiatement référence à une filiation. C'est-à-dire que la vie qui nous est donnée, autrement dit, elle ne nous appartient pas complètement. Or, quand on prend le mot existence, au contraire, dans le sens justement de l'existentialisme moderne, on comprend bien que chez les existentialistes, l'existence, c'est ce qui vient surmonter la vie. L'existence, c'est ce qui vient, on pourrait dire, après la vie, c'est-à-dire au moment de la reprise de la vie par soi. Il y a toujours un moment où les êtres se rendent bien compte que finalement ils sont nés, on pourrait dire ils sont nés une première fois. La première fois, leur première naissance, comme on dit, c'est la naissance biologique. Et puis ils sont nés une deuxième fois. Ils sont nés une deuxième fois, et parfois dans des conditions très pénibles. Ils naissent une deuxième fois à eux-mêmes. C'est la prise de conscience de soi, c'est la prise de conscience de son être séparé. Et parfois, pour certains individus, ça se fait dans des moments, justement, de crise très décisive. Et c'est là où ils se disent, voilà, mon existence commence ici. C'est-à-dire que leur existence propre, leur être singulier, ne commence pas avec la vie. Car d'ailleurs, la vie, on sait très bien que c'est très difficile de définir où commence la vie. Tous les problèmes de l'avortement, tous les problèmes modernes sont liés à ce commencement de la vie. C'est-à-dire finalement, pourquoi dire 12 semaines, pourquoi pas dire 10, pourquoi pas dire 14, etc. Où commence vraiment la vie, où commence vraiment un être. Mais à travers la distinction vie-existence, l'homme décide que son être propre commence quand précisément il en décide. Et en général, il en décide, certes après coup, mais il peut dater ce moment, cet événement, et c'est cet événement qui pour lui marque véritablement son existence. Alors, Marcel Conche, quand il dit « la morale ne donne pas le sens de la vie », ce qu'on peut lui répondre, c'est que c'est peut-être pas tout à fait la bonne formulation. Il faudrait dire « la morale ne donne pas le sens de l'existence ». Alors d'abord, pourquoi la morale ne donne pas le sens de la vie? C'est pas tout à fait adéquat. D'abord parce que la vie, elle a un sens immanent. En fait, tout le monde aime la vie. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour aimer la vie. La vie, on nous la donne. Et comme dit Lévinas, où il y a des très beaux passages de Lévinas dans Totalité infinie, où justement il insiste beaucoup sur cet amour de la vie, qui fait qu'on aime tellement la vie, qu'avant même toute réflexion, même quand on se révolte contre la vie, c'est encore pour vivre, c'est encore pour mieux vivre, c'est encore pour affirmer la vie. Donc au fond, on n'a pas vraiment besoin, vous voyez, de chercher le sens de la vie. Le sens de la vie, il nous est donné avec la vie et avec l'amour de la vie. Et d'ailleurs, on le voit très très bien, puisque cet amour de la vie passe de nous, enfin de nos parents à nous, puis de nous à nos enfants, et en réalité, ça se passe, précisément, on pourrait dire, sans qu'on vraiment on y réfléchisse. Parfois même, avec coup, on se dit, on va peut-être mieux faire justement réfléchir un peu plus. Mais bon, alors, mais c'est comme ça, c'est le sens de la vie. Par contre, la morale, l'éthique renvoie à l'existence. Et donc, Marcel Conche a raison, la morale ne donne pas, il faudrait dire, donc le sens de l'existence. Autrement dit, puisque l'existence renvoie à l'intériorité et au fait que l'homme, dès lors qu'il se rend bien compte que son existence lui est complètement à charge, c'est-à-dire qu'effectivement, personne, on peut nous donner la vie,
mais personne ne peut nous donner l'existence. Personne ne peut nous donner le sens de notre existence. Le sens de notre existence, c'est véritablement quelque chose qu'il faut assumer, qu'il faut chercher. Certes, on peut le chercher à plusieurs. Certes, on peut s'engager dans des démarches qui font que, évidemment, ce sens de l'existence, il sera partagé. Néanmoins, le sens de l'existence n'est pas le même que celui de la vie. Et ce sens de l'existence, il faut toujours le porter, il faut toujours le déterminer, il faut constamment, on pourrait dire, se rechoisir, le redéfinir. Et ça relève de l'éthique personnelle. Autrement dit, l'éthique n'est pas la morale, parce que, comme dit Conche, au-delà de mes devoirs, j'ai aussi, on pourrait dire, un devoir envers moi-même. Ce devoir envers moi-même, c'est de choisir mon existence, de déterminer quelle orientation je veux lui donner. Alors, un dernier point que je vais développer, parce que sinon je vais être trop long, un dernier point que je vais développer, c'est que vous allez me dire, oui mais alors, c'est quand même assez difficile de devenir soi-même, puisque évidemment, j'ai l'air de dire qu'il faut aller au-delà de la morale, et que cet au-delà de la morale, il demande évidemment des efforts, il demande de la détermination. Alors, je voudrais insister ici, justement, sur ce fait que l'homme qui décide de devenir lui-même, si on peut prendre cette décision et si on admet que certains la prennent et essayent d'aller jusqu'au bout de cette démarche. En fait, cette démarche repose, je dirais, sur 3 points importants. Je conclurai là-dessus. Cette démarche repose sur 3 points importants. C'est-à-dire que l'homme qui décide donc de faire passer son existence avant la vie, il va faire donc passer aussi son éthique, il va faire passer son éthique avant la morale. D'où, ici, un danger, une difficulté. Cet homme qui est déterminé, il va faire passer, je dis bien, son éthique, ou son existence avant la vie, ou son éthique avant la morale. Pourquoi? Parce que c'est un individu qui a décidé que, compte tenu, justement, de la séparation des êtres, il en prend, si je puis dire, il en prend acte de cette séparation des êtres. Il l'accepte, mais il en tire toutes les conséquences. Et toutes les conséquences, c'est qu'il décide qu'il peut légiférer sur l'ensemble de son existence, y compris sa mort. Oui, j'insiste sur ce « y compris sa mort », puisque justement, vous voyez bien que la difficulté qu'il y avait entre éthique et morale, c'est que la morale nous interdit de devancer notre mort éventuellement, ou même de prendre des risques qui mettent en danger notre vie. Alors que, au contraire, dans le cadre de l'éthique, quelqu'un qui a une éthique, il ne veut pas qu'on vienne lui dire qu'il n'a pas le droit aussi de choisir sa mort. L'homme qui a décidé de faire passer l'éthique avant la morale considère qu'il peut légiférer sur l'ensemble de son existence, y compris sa mort. Autrement dit, il s'accorde le droit de mourir. Et il conteste ceux qui lui disent que ce droit de mourir, il ne le possède pas. Ça donne quoi? Ça donne comme exemple, par exemple, pour certains sportifs qui font des choses extrêmes, ils disent oui, je prends un risque, je peux mourir, mais ne m'empêchez pas de vivre ça, c'est de vivre ça. Et c'est mon existence, ça relève de mon existence. Dans mon existence, j'ai décidé que le risque de mort faisait partie intégrante de mon mode de vie, de mon orientation. Dès lors, je vous demande de me laisser prendre ces risques. Ça pose des problèmes, puisque vous savez que dans certains sports, il y a eu des polémiques sur cette question. Je vais prendre 2 exemples très rapidement. Si vous lisez par exemple le livre de Francis Wolff sur la corrida, il y a beaucoup de gens, comme ils disent, qui s'apitoient sur les taureaux et qui ne comprennent pas que les taureaux sont des bêtes sauvages et des bêtes de combat. Ils ne comprennent pas, par exemple, la plupart des gens qui n'ont jamais vu de corrida, ne comprennent pas que celui qui prend vraiment un risque énorme, c'est le torero. Et ça, c'est parce que précisément, déjà, c'est parce qu'il y a une méconnaissance par rapport à cet art, mais surtout, ce que les gens contestent,
c'est le droit justement de mourir. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui veulent condamner définitivement la corrida, c'est pas simplement justement à cause de la mort des taureaux, c'est parce qu'ils contestent aussi la possibilité pour un homme de s'exposer à la mort. Bon, mais je prends un autre exemple. Il y a eu un exemple de grande polémique à propos du Tour du Monde en solitaire à la voile, les premières courses du Vendée Globe. Il y a eu des morts, évidemment, il y a eu des disparitions, et disparitions en mer, et certains ont voulu que le règlement change à cause de ça. L'air de dire, non, il ne faut pas exposer les navigateurs à un risque de mort. Mais c'est un peu n'importe quoi, puisque c'est vraiment n'importe quoi. Quand on est un marin, on aime la mer, on aime le risque, et on sait qu'on peut mourir en tombant à l'eau, etc., etc., et on prend ce risque. Donc, voilà, il y a un moment où l'éthique ici transcende la morale. Et donc, la morale, certes, nous dit tu dois conserver ta vie puisque tu te dois aux autres. Parce que finalement, à travers, c'est là qu'on voit d'ailleurs que la morale, et ça Nietzsche a bien vu ça, la morale n'est pas désintéressée. La morale universelle n'est pas désintéressée. En fait, on n'a pas le droit de mourir parce qu'on se doit aux autres. Alors que dans l'éthique, on va jusqu'au bout de cette logique qui consiste à dire je vais légiférer sur toute mon existence. Donc ça, c'était le premier point. Un deuxième point, je dirais que l'homme qui privilégie l'éthique, il privilégie l'éthique aussi pour une raison qui est une raison proprement, alors là on pourrait dire philosophique, et qui rejoint alors de nouveau la question ontologique, mais là pour l'instant on ne l'a pas abordée, c'est-à-dire c'est un homme, celui qui privilégie l'éthique, c'est un homme qui pense qu'on n'a pas de concept de la destinée du genre humain. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de nature humaine, et par conséquent, l'homme doit, et pas simplement dans l'histoire, mais l'homme, et pas simplement, je veux dire, les hommes, chaque homme peut et doit inventer son parcours. Autrement dit, puisqu'il n'y a pas de nature humaine, là encore, il affirme que cette indétermination, justement, cette indétermination de la nature humaine est une porte ouverte à, non pas, bien sûr, à la licence, car il ne s'agit pas de dire je vais faire donc n'importe quoi, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit au contraire d'affirmer l'obligation que chacun peut considérer qu'il a vis-à-vis de lui-même, de chercher à se fonder lui-même, car une éthique, ça n'a pas pour but évidemment de dire je vais aller contre la morale. Il faut faire attention, bien sûr. L'éthique, il ne s'agit pas simplement de faire de la provocation ou d'être un immoraliste. Non, l'éthique, ça veut dire je cherche à me fonder moi-même, ce qui est tout à fait différent, puisqu'au contraire même, on peut penser que l'homme de l'éthique s'impose finalement une discipline bien plus rigoureuse que l'homme ordinaire. Enfin, un troisième point, mais alors là qui fait encore plus difficulté, c'est le problème de la mise en œuvre de l'éthique. Pourquoi? Parce que l'homme qui a décidé qu'il allait légiférer sur l'ensemble de son existence a décidé aussi de mettre en œuvre toutes ses facultés et toutes ses forces pour se donner les moyens d'atteindre son but, ou les buts qu'il se donne. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le projet de devenir soi-même, passe évidemment par ce qu'on appelle l'appropriation de soi. Puisque je vous ai dit, finalement, le principe c'est d'être finalement cause de soi. Mais cette appropriation de soi, elle ne se fait pas simplement par un travail sur soi-même. On sait très très bien que les hommes se réalisent à partir aussi du monde, des autres et d'une matière extérieure à eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un homme qui se réalise sans que cela ait des conséquences sur son entourage, sur les autres, mais aussi sur la nature. Autrement dit, ici, il y a un risque, et ça c'est indéniable, l'éthique, dans la mesure où elle a un fondement, qu'on pourrait dire, égo-logique, c'est-à-dire tourné sur le moi, l'éthique peut conduire à une certaine forme de volonté de puissance qui peut déboucher indéniablement sur de la violence, sur du chaos et sur des affrontements entre les hommes. C'est tellement vrai que Nietzsche lui-même a affirmé
bon, c'est amusé, parce qu'en même temps, Nietzsche, c'est toujours ironiquement qu'il parle. Dans le paragraphe 76 du Gai Savoir, Nietzsche, dans le paragraphe du Gai Savoir, du paragraphe 76, Nietzsche insiste sur le fait qu'il faut maintenir, d'après lui, la grande majorité des hommes dans le conformisme, c'est-à-dire que finalement, autant que la majorité des hommes s'en tiennent à la morale, pour laisser finalement à quelques-uns le droit, justement, de fonder et d'avoir leur éthique. Et il dit, il faut que, en gros, il dit, devenir soi-même, ça ne peut être qu'une exception, ça ne peut être que l'exception, ça ne peut pas concerner finalement tous les hommes. Pourquoi? Sans doute parce que, justement, si on reprend l'image de Kant, pour conclure, sans doute que Kant a à la fois raison et tort. Si l'homme s'écarte de la forêt des hommes, il y a toutes les chances qu'effectivement il devienne un être rabougri, difforme, etc. Puisque d'abord il ne sera pas capable de remplacer la morale par éthique, car tous les hommes ne sont pas capables non plus justement de se donner une éthique. Mais en même temps, Nietzsche a raison. C'est vrai que c'est sur le fond uniforme d'une forêt que peut-être à l'écart, ou du moins en marge de la forêt, certains hommes nous donnent des figures, enfin nous montrent, dessinent une figure un peu exceptionnelle qu'on ne peut pas s'empêcher d'admirer. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir partagé avec nous toutes ces